L'histoire débute dans un monde enchanté, partagé par 9 races distinctes. Les dragonutes, les elfes, les anas, les nains, les démons, les elfes noirs, les centaures, les hommes bêtes et enfin, les humains. De ce monde est né un jeune aventurier, nommé Light. Désireux d'offrir une vie meilleure à sa famille, Light fait ses adieux à sa ville natale et part explorer le monde en quête d'argent et de puissance. Après avoir atteint une grande cité, Light est bousculé par la foule, mais il continue de chercher la guilde des aventuriers. Il entre dans la guilde et se présente à la réceptionniste, qui lui demande s'il souhaite s'inscrire en tant que nouvel aventurier. Alors qu'il acquiesce, elle lui explique qu'il commencera au plus bas rang F et lui demande s'il possède une capacité spéciale. Light révèle qu'il possède une capacité de gacha illimitée, lui permettant de tirer des cartes aléatoires et de les invoquer. Après qu'il ait invoqué une fourchette cassée devant elle, la réceptionniste reste complètement sans voix. Embarrassé, Light tente de faire croire que les couverts ne sont pas la seule chose qu'il peut invoquer, mais ses prochains tirages ne lui donnent qu'un tas de collations pourries. Light est déçu que sa chance ait décidé de le trahir au pire moment, et la réceptionniste confirme qu'il mérite amplement le pathétique rang F. Après avoir reçu sa carte d'aventurier, il lui demande des quêtes, et elle lui dit de chercher sur le tableau d'affichage des missions de la guilde. À la mention des offres d'emploi, Light se sent mal à l'aise, et la réceptionniste réalise qu'il ne peut pas lire le tableau, ressentant de la tristesse pour son semblable humain. Si peu instruit, elle lui lit les offres d'emploi, se sentant excitée à l'idée de gagner de l'argent réel. Light accepte joyeusement ces tâches plutôt ennuyeuses. Après une journée de dur labeur, il obtient enfin suffisamment d'argent pour louer une chambre. Cependant, une bande d'hommes bêtes le renverse et commence à l'intimider. Alors que leur chef ramasse son argent, Light le supplie d'avoir pitié de lui, mais le froid homme loup le repousse d'un puissant uppercut. L'homme loup se moque de Light qui mendie de la petite monnaie et s'en va froidement avec sa bandillare. Même la foule ignore Light alors qu'il est à terre, jusqu'à ce qu'une elfe bienveillante l'aide à se relever. Light est surpris par tous les aventuriers qui l'entourent et il recule sous le choc. Voyant à quel point il est effrayé, l'elfe serre Light dans ses bras pour le réconforter, tandis que les passants se moquent d'elle. Alors que Light est choqué qu'une jolie elfe se soit salie pour lui, elle l'aide à se relever. Les aventuriers se présentent comme des membres de la concorde des tribus. Un homme bête nommé Garou explique que chaque membre représente l'une des 9 races, et l'elfe se présente comme Sacha. Elle présente ensuite Drago, Diablo, Obero, Nano, Cyan et Centaure. Composant 8 des 9 races, Light apprend que la Concorde recherche un représentant humain pour montrer l'unité de tous les peuples de leur monde. Alors que Garou lui tend la main pour l'inviter, Light est stupéfait que quelqu'un ait besoin de son aide, puis accepte joyeusement son invitation. Bientôt, Light commence à explorer un donjon caverneux appelé l'Abysse avec son nouveau groupe. Une énorme bête V tente de l'attaquer, mais Guru la découpe avant qu'elle ne puisse blesser Light. Un autre ver se faufile derrière Light, alors Sacha l'abat avec son arc. Elle réprimande Light pour son imprudence, lui rappelant qu'ils explorent le donjon le plus dangereux du monde. Sacha l'avertit qu'il pourrait mourir très facilement dans cet endroit. Elle s'assit et prend soin de ses blessures. Remarquant qu'elle agit comme sa maman, les autres membres du groupe commencent à taquiner Sacha pour gâter Light à ce point. Rougissant comme une tomate, Sacha prétend qu'elle n'aime absolument pas Light et affirme qu'elle essaie juste de protéger un camarade du groupe. Alors que les membres du groupe ignorent sa faible excuse, Sacha devient plus défensive. Cependant, Drago intervient et remonte le moral de Light, disant qu'il prépare un excellent thé pour leur équipe. Motivé par cela, le groupe s'enfonce plus profondément dans le donjon. Alors que le groupe s'arrête dans une impasse, Drago les interrompt. Light pense qu'ils vont faire une pause, alors il commence à leur préparer du thé. Cependant, Drago lui dit qu'ils n'ont pas besoin de thé puisqu'ils sont en train de virer Light de leur groupe. Light pense que c'est une sorte de blague, mais Drago répète durement ses mots. Alors que Light reste stupéfait, Garou lui dit aussi qu'il est exclu. Light lui demande alors pourquoi il le lâche. Garou dit à Light que leur groupe n'a pas besoin de lui et Sacha est dégoûté par sa stupidité. Même Son et Nano commencent à se moquer de Light pour être si pathétique. Alors que les démons sont soulagés de pouvoir enfin se débarrasser de lui, Light demande pourquoi ils sont si cruels avec lui après toute la gentillesse qu'ils lui ont montrée plus tôt. Guru révèle qu'il faisait juste semblant d'être gentil pour le faire rejoindre leur groupe. Light se demande pourquoi leur puissant groupe avait besoin de lui, et Drago répond que c'est à cause de sa capacité spéciale. Il explique qu'ils ont recruté Light dans l'espoir qu'il serait un maestro surpuissant, mais sa capacité est tout simplement trop nulle. Light souligne que sa capacité de gacha illimitée n'a jamais été utile, et Guru est d'accord avec lui. Il se moque de Light, le traitant d'humain sans talent, et dit que son groupe n'a plus besoin de son poids mort. Sachant qu'il était un échec total, Seon se demande pourquoi il a fallu si longtemps à ses amis pour le laisser tomber. Pendant ce temps, Sacha est soulagé de pouvoir épouser son maître au lieu de finir avec ce pathétique gamin humain. Alors que Light se sent submergé par cette information choquante, Drago décide d'en finir avec lui.
Après qu'il ait dit à Giroud de se débarrasser de Light, celui-ci réalise enfin le danger dans lequel il se trouve. Observant leur regard hostile, Light comprend que son groupe va l'achever pour éviter qu'il ne devienne plus fort plus tard et ne tente de se venger. Garou sort ses griffes et frappe la joue de Light, qui regarde le sang couler de la coupure. Alors que les membres du groupe observent froidement, Light s'enfuit en hurlant. Garou lui dit que les monstres de l'abysse le prendront pour leur brunch. Cependant, Sacha tire une flèche dans sa jambe pour l'empêcher de s'échapper. Luttant de douleur, Light s'effondre sous le coup et Garou prend plaisir à sa souffrance. Il s'approche et donne un coup de pied violent à Light dans l'estomac, le faisant tomber à nouveau. Il commence à tabasser Light, mais Sacha l'arrête. Elle lui rappelle qu'il doit faire en sorte que la disparition de Light ressemble à un accident, alors Garou lève sa griffe pour un coup final. Voyant sa fin approcher, Light rampe sur le sol, voulant continuer à vivre. Guru est excité de le voir lutter si fort, alors que le faible garçon essaie de survivre face à une mort certaine. Soudain, la main de Light appuie sur un piège de téléportation, et Drago dit à Garou de l'achever avant qu'il ne s'active. Cependant, il téléporte Light en toute sécurité avant que l'homme bête ne puisse l'atteindre. Par la suite, Light se réveille ailleurs dans le donjon, souffrant toujours de graves blessures. Il pense que n'importe quel monstre aléatoire le dévorera, même s'il survit un peu plus longtemps. Alors que le froid glacial de la grotte lui rappelle sa famille aimante, il se met à pleurer. Light se souvient à quel point la Concorde avait été gentille après leur première rencontre, se demandant pourquoi ils étaient devenus si cruels. En pensant à leurs expressions froides après l'avoir emmené dans l'impasse, Light se sent enragé par leur trahison. Il se sent confus face au puissant maître et au supérieur de la Concorde, se demandant comment il s'était retrouvé mêlé à des gens aussi fous. Sa confusion se transforme en fureur alors qu'il jure de se venger. Light se lève, déterminé à les abattre tous, mais sans un regard froid fixé sur son dos. Il se retourne et voit une bête Pinorfus de niveau 1 le traquer. Light se demande ce qu'un monstre aussi brisé fait ici, et réalise que le piège l'a téléporté au niveau le plus profond de l'abysse. Alors que Lortrus s'approche de lui, Light pense à une évasion. Il commence à spammer désespérément sa capacité de gacha illimité, priant pour un miracle. D'une dernière pression frénétique, Light invoque un immense cercle magique. Il regarde avec incrédulité alors que l'appareil de gacha libère une puissante aura, invoquant une fée ancienne. Reconnaissant Light comme son maître, la mystérieuse fée découpe le monstre comme un oignon, les restes brisés du monstre tombent, et la fée atterrit gracieusement sur le sol. Devant les yeux choqués de Light, elle nettoie le désordre d'un simple mouvement de main avant de se retourner. La fée s'approche de Light et s'agenouille humblement. Avant de soigner toutes ses blessures avec sa magie, elle s'excuse auprès de Light de l'avoir guéri sans permission, car elle ne pouvait supporter de le voir blessé. Light se présente. Incrédule d'avoir tiré la fée la plus surpuissante du monde, la fée tombe amoureuse de son nom et commence à le répéter. Avant de lui jurer une loyauté totale, sans connaître son identité, Light demande maladroitement son nom, alors elle révèle qu'elle est la servante éternellement recherchée de niveau 1999, nommée Mai. Mai explique qu'elle est une carte super ultra rare du gacha de Light. Light dit que le gacha ne produit que des déchets, pensant qu'il n'y a aucun moyen qu'il ait tiré une méchante aussi puissante qu'elle, mais pense qu'il la mérite entièrement et le supplie de l'accepter. Voyant son visage pitoyable, Light accepte finalement et Mai le remercie pour sa faveur. Elle demande ensuite à Light d'examiner sa capacité de gacha, et il est surpris qu'elle possède la compétence d'évaluation. Mai lui dit que ce n'est qu'une de ses capacités avant de lui demander à nouveau sa permission. Une fois que Light accepte, l'œil de Mai commence à briller alors qu'elle examine. Voyant que le gacha lui offre des couches de protection secrète, Mai est impressionnée par sa puissante capacité. Elle explique que le gacha semblait inutile parce que Light se trouvait auparavant dans des zones sans mana. Cependant, dans l'abysse surchargé, le gacha a absorbé le mana autour de lui et a augmenté ses chances d'obtenir une carte rare. Elle explique tous les rangs des cartes gacha illimitées, du rang extra le plus élevé et super ultra rare, jusqu'au normal et à l'erreur. Light ne comprend toujours pas, alors Mai lui dit qu'en surface, il n'aurait jamais pu obtenir de bons tirages à cause du mana rare autour d'eux. Elle félicite Light d'avoir compris le pouvoir du gacha et d'être entré dans l'abysse pour augmenter ses chances d'obtenir un tirage rare. Cependant, Mai note qu'il était incroyablement dangereux pour lui de s'aventurer seul, et il lui fait remarquer qu'elle se trompe. Light révèle qu'il est entré dans l'abysse avec son groupe, mais qu'ils l'ont trahi et ont torturé son corps. En pensant à leurs cruels abus et moqueries, il se met à pleurer en racontant son histoire à Mai. Light se souvient comment son ancien groupe se moquait de lui, le traitant d'humain pathétique. Il se plaint de leurs cruelles moqueries, disant qu'il essayait juste de gagner honnêtement sa vie pour sa famille. Mais le regarde exprimer ses sentiments, complètement dévasté par la trahison brutale du groupe. Finalement, Light tombe à genoux de douleur
disant qu'il ne pardonnera jamais aux bêtes cruelles de l'avoir blessé. Il serre la flèche de sa jambe en versant des larmes, et May le serre silencieusement dans ses bras. Dans sa chaude étreinte, Light se calme et arrête de pleurer. May lui dit qu'elle ne pourra jamais comprendre la profondeur de sa souffrance, mais qu'elle utilisera tout son pouvoir pour donner à la Concorde la rétribution qu'elle mérite. Alors que Light la regarde sous le choc, May jure de les aligner tous devant lui en un instant. Alors qu'il l'arrête et se lève, May pense qu'il est trop gentil pour son propre bien. Elle lui dit de ne pas être si miséricordieux, mais Light lui répond qu'il s'est retrouvé dans cette situation à cause de sa propre faiblesse. Il dit à May qu'il ne veut pas abuser de son pouvoir pour se venger. Jurant de devenir plus fort et de punir la Concorde de ses propres mains, Light pense que May ne croira pas ces fantasmes irréalistes, mais elle promet de soutenir son objectif sans aucune hésitation. Après que May lui ait dit qu'elle avait une confiance totale en ses capacités, Light sourit de joie. Elle lui rend son sourire avant que Light n'utilise son gacha pour invoquer un autre outil surpuissant dans l'abysse. May observe fidèlement Light commencer à bâtir son empire. Alimenté par le mana infini de l'abysse, de gigantesques cercles magiques entourent Light, invoquant les outils ultimes pour sa quête de pouvoir. Après 3 ans de dur labeur, Light a bâti un royaume somptueux avec toutes ses nouvelles fées. Alors qu'il traverse les couloirs de son château, toutes les servantes le saluent avec soumission, espérant obtenir une attention spéciale. Agacée par leur regard étrange, May demande à Light si elle doit faire taire les fées bruyantes. Light ne s'en soucie pas, car il pense qu'elles ne font que lui montrer leur amour. Après avoir quitté le château, Light traverse la ville où tous les commerçants le saluent avec des mots amicaux. Alors que les commerçants demandent à Light de réapprovisionner leurs fournitures, May prend note mentalement de résoudre leurs problèmes plus tard. Ensuite, Light lui demande ce que font ses autres fées. Alors May l'informe qu'une fée nommée Aoyuki explore l'abysse. Satisfait, Light pense qu'Aoyuki devrait bien s'en sortir dans l'abysse en tant que dresseuse de génie. Ensuite, il s'enquiert de la fée chercheuse nommée Ellie et apprend qu'elle développe des sorts magiques pour augmenter son pouvoir. Light se sent coupable de faire travailler Ellie si dur pour lui et demande à May ce que fait leur combattante nommée Nizuna. May est contrariée que Nizuna ne fasse que patrouiller l'intérieur du château, même si ses capacités de combat sont très élevées. Cependant, Light pense qu'elle est parfaite pour le poste, se promenant avec sa personnalité joyeuse. Ensuite, Light retourne au château, où son dernier héros de niveau 99199, nommé Jack, le salue par son prénom. Cela met May en colère, qui rappelle à Jack de respecter leur maître. Light lui dit que cela ne le dérange pas comment Jack l'appelle et part s'entraîner avec lui dans le donjon. Après l'avoir averti qu'il ne se retiendra pas, Light se prépare à charger Jack, qui est prêt à l'affronter. Il se précipite à ultra vitesse et frappe l'estomac de Jack, ce qui le projette de quelques mètres en arrière. Sachant que seul son corps est assez fort pour résister à l'attaque de Light, Jack est surpris par sa puissance. Il attaque également Light et les deux commencent une bataille féroce. Pendant ce temps, Nizuna continue de marcher dans les couloirs sûrs du château, agissant comme si elle protégeait les servantes des dangereux criminels. Alors que Nizuna dit aux servantes qu'elle accomplit une mission très importante pour Light, elle la loue comme une enfant gâtée. Alors que Nizuna prend la grosse tête de tous leurs éloges, les servantes lui demandent où elle va ensuite. Elle leur dit qu'elle n'a pas encore décidé, alors elle lui demande de patrouiller un endroit secret pour elle. Se demandant quel genre d'endroit c'est, Nizuna accepte de les aider. Bientôt, elle frappe à la porte de la chambre de Light, d'où May sort. Elle demande à Nizuna si elle a besoin de quelque chose, alors Nizuna lui dit qu'elle patrouille la zone. May lui dit qu'elle n'a pas besoin de sa sécurité dans la chambre, mais Nizuna devient curieuse de ce qu'elle fait. Elle demande à May pourquoi elle est dans la chambre de Light alors qu'il est dehors à combattre Jack, et May fait comme si elle nettoyait juste la pièce. Cependant, Nizuna ignore les bavardages de May et entre directement dans la pièce. Remarquant le lit en désordre, elle pense que May s'y roule et renifle l'odeur de Light comme une perverse. Pour protéger sa dignité, May dit à Nizuna que ce n'est qu'une technique de nettoyage secrète et la chevalière écervelée croit facilement son histoire inventée. Alors que May est soulagée que Nizuna ne soit pas la plus futée, elle commence à fouiller dans son armure pour trouver un message des servants. Après avoir trouvé la lettre, elle la lit à voix haute, informant May que toutes les autres servantes sont en colère contre elle pour avoir accaparé la chambre de Light. Alors que Nizuna lit la dernière partie du message, elle se demande pourquoi toutes les servantes maudissent May. L'innocente Nizuna pense qu'elle la maudisse pour l'aider à développer une immunité, et May lui dit qu'elle s'occupera elle-même des servantes. Ensuite, elle donne de l'argent à Nizuna pour avoir livré le message, et celle-ci accepte joyeusement et s'en va. Par la suite, Nizuna se rend au marché et prend un tas de délicieuses friandises à manger. En mangeant, elle trouve Aoyuki assise sur un balcon. Après avoir appris qu'Aoyuki a terminé son exploration, Nizuna l'avertit qu'elle ne partagera pas sa nourriture. Comme Aoyuki continue de miauler en réponse, Nizuna est confuse. Elle se demande ce que dit la fille chat
et essaie de deviner qu'elle a eu des ennuis dans la forêt. Alors que Nizuna propose de l'aider, Aoyuki s'agace et révèle qu'elle a déjà fini de faire une carte de toute la zone. Cela surprend Nizuna, qui commence à frapper joyeusement la fille et la réprimande de ne pas avoir expliqué plus tôt. Ensuite, elle retourne pour recommencer à faire des bêtises. Laissant Aoyuki épuisée, Nizuna se dirige vers la salle du trône du palais et s'assure que personne ne regarde. Elle grimpe sur le trône vide de Light, se sentant triste qu'il ne soit pas là pour la voir. Cependant, ses mouvements négligents cassent un morceau du trône et elle le remet discrètement en place avant de se téléporter hors de la pièce. De retour dans le donjon, Light et Jack échangent des coups une dernière fois. Jack lui dit qu'il devrait arrêter et se reposer, et Light est d'accord. Une fois dans le bain chaud, Jack félicite Light d'avoir maîtrisé son pouvoir. Light attribue cela à l'enseignement de Jack, mais Jack, confiant que peu peuvent l'égaler au palais, avertit Light de ne pas être trop confiant, car il pourrait encore y avoir quelqu'un en surface assez fort pour le défier. Light acquiesce, promettant qu'il ne sous-estimera jamais ses adversaires tout en obtenant sa vengeance. Pendant ce temps, dans le bureau de Mei, toutes les fées servantes se tiennent nerveusement en attendant ses ordres. Mei leur demande si elles savent pourquoi elles sont en difficulté, et les servantes essaient de faire semblant d'être innocentes. Alors que Mei lit le contenu de leurs lettres à voix haute, elles sont terrifiées par elle et reculent contre les murs. Elle demande aux servantes ce qu'elles voulaient dire par leurs lettres, et elles disent qu'elles essayaient juste de réduire son fardeau. Cependant, Mei souligne qu'elles l'ont maudite 3 fois à la fin, ce qui les laisse sans voix. Elle réprimande également les servantes pour avoir utilisé Nizuna comme bouc émissaire. Ensuite, Mei retourne à sa chaise et annonce qu'elle rejette leur appel. Avant de leur ordonner de nettoyer le long couloir menant à la salle du trône, les servantes acceptent leur punition, mais quand Mei leur dit qu'elles devront tout faire à main nue, elles sont complètement stupéfaites. Les servantes protestent contre la punition, mais Mei dit que puisqu'elles retournent à la surface, elles doivent assurer la couverture en son absence. En ville, Nizuna regarde avidement une belle armure. Ellie s'approche d'elle, surprise que la garde du château se promène. Elle demande si Nizuna veut des bonbons, mais la chevalière pointe l'armure. Elle interroge Ellie sur sa recherche, et Ellie explique qu'elle rentre puisque son travail est terminé. Ellie pense que Nizuna est une idiote puisqu'elle n'a pas pu comprendre cela seule, mais Nizuna n'est pas d'accord, pour lui prouver le contraire. Nizuna dit que 1 x 3 font 4. Ellie se moque d'elle, la traitant de plus bête qu'une étoile de mer, alors Nizuna rétorque que seules les personnes stupides insultent l'intelligence des autres. Cependant, Ellie commence à se vanter d'avoir pris le thé avec Light, pensant qu'il l'invitera ensuite dans sa chambre. Cela rend Nizuna jalouse, qui veut aussi prendre le thé avec son maître. De retour dans la chambre des servantes, elles sont en colère contre la punition de Mei. L'une d'elles se demande comment se débarrasser de leur chef agaçante et suggère de l'empoisonner. Après que sa partenaire lui a rappelé que Mei est immunisée contre le poison, elles se taisent toutes, se demandant quoi faire. Frustrée de ne pas pouvoir nettoyer la chambre, la servante en chef recommence à se plaindre. Ses amis sont d'accord, voulant renifler son odeur comme Mei. Leur amie étrange fantasme de lécher la cuillère usagée de Light et elle la traite toute de folle. Cependant, elle leur reproche d'avoir les mêmes désirs, et les hypocrites admettent sans vergogne qu'elle ferait la même chose. Ensuite, les servantes pensent à Mei étant la première fée que Light a invoquée, se souvenant qu'il lui a fallu 3 mois de plus pour invoquer Aoyuki. Elle se demande si Mei a fait des choses étranges pendant qu'elle était seule avec Light. À cette réalisation, toutes les servantes se mettent à pleurer de ne pas avoir eu la chance de réaliser leurs désirs avec leur maître et décident de maudire Mei pour toute l'éternité. Cependant, alors qu'elles commencent leur session d'insultes communes, Mei entre dans la pièce. Les faisant toutes taire, les servantes lui demandent pourquoi elle n'est pas dehors pour sa mission, et Mei explique qu'elle était justement sur le point de sortir quand elle les a entendus prier pour elle. Elle entre dans la pièce, leur demandant pourquoi elle la maudissait, terrifiée par son pouvoir. Toutes commencent à lui jurer une loyauté éternelle, une par une. Cependant, Mei répète leur malédiction, ce qui les réduit à nouveau au silence. Finalement, l'une des servantes avoue qu'elles étaient simplement jalouses de tout le temps supplémentaire qu'elles passaient avec Light. Mei leur dit que pendant les 3 mois passés seuls avec Light, elle ne l'a fait qu'éduquer et entraîner au combat. Après avoir expliqué qu'elle n'avait jamais rien fait de bizarre avec lui, Mei dit qu'elle est revenue car elle trouvait sa punition trop sévère. Cependant, après avoir entendu les ingrates malédictions des servantes, elle pense avoir pris la bonne décision. Mei redouble d'efforts et augmente leur punition pour inclure également la salle du trône. Les servantes la supplient piteusement d'avoir pitié. Alors que Mei leur rappelle qu'elles ont le temps libre de la maudire dans leur chambre, les servantes acceptent enfin leur sort. Après avoir reçu leur punition, les servantes se dirigent rapidement vers la salle du trône pour la nettoyer, se plaignant toujours de n'avoir rien fait de mal. Elles se demandent si elles pourront même finir le nettoyage avant le lendemain. Soudain, la servante effrayante touche la partie que Nizuna a cassée, et elle se fissure et tombe devant leurs yeux horrifiés.
Pendant ce temps, Nazuka s'allonge sur son lit pour passer une bonne nuit de sommeil, ignorant qu'elle vient de condamner toutes les servantes au purgatoire. Triste de ne pas avoir pu voir Light, elle se demande pourquoi il ne l'envoie pas simplement à la surface pour nettoyer les gars qui l'ont blessé. Après avoir exprimé ses émotions, Nazuna ferme les yeux pour dormir profondément. Le lendemain, alors que Light sort pour entrer dans le donjon, il entend Ellie se disputer avec Mizuna. Quand il ouvre l'entrée, Nazuna se précipite pour le saluer. Pensant que son vœu de l'heure du coucher a été exaucé, Ellie se dit que Light ne se soucierait jamais d'elle, tandis qu'Aoyuki s'approche de lui comme un chat et qu'il commence à lui gratter le menton. Les autres filles sont jalouses de l'attention spéciale qu'elle reçoit. Ellie invite Light dans sa chambre, mais il l'ignore et dit aux filles qu'il a des affaires dans le donjon. Soudain, une bête de l'enfer s'approche du groupe faisant trembler Light de stress. Alors qu'il se souvient de la première fois qu'il a vu cette bête, Light se sent traumatisé. Tandis que toutes les servantes deviennent très sérieuses, Mizuna avertit la bête qu'elle la transformera en un tas de saucisses pour avoir blessé son maître. Alors qu'Ellie pense qu'elles doivent éteindre son espèce, même Aoyuki accepte d'éliminer chaque chien de l'enfer du monde, et la bête commence à gémir comme un chien sous leur pression intense. Light dit aux filles de reculer car il va bien et s'approche du chien de l'enfer. Sachant que les filles auraient vraiment effacé sa lignée, il caresse le chien, tandis qu'Ellie lui demande ce qu'il est venu faire ici. À ces mots, Light se souvient que Mei lui a annoncé que leur première proie est prête. Toutes les filles sont excitées, prêtes à aider leur maître. Light sort, se préparant à commencer sa vengeance avec le premier des 8 Concors impitoyables qui l'ont trahi. Pendant ce temps, dans la ville natale de Garou, les villageois le lèchent sans vergogne pour être dans ses bonnes grâces. Alors qu'il arpente la ville avec arrogance, Garou remarque un pauvre humain essayant de fouiller des ordures, et il le jette à terre juste pour s'amuser. Puis il se dirige vers une taverne et commande un festin avec ses laquais, qui le félicitent d'avoir gravi les échelons en tant qu'orphelin et d'avoir amélioré le statut de leur tribu de loups. Garou pense qu'il est devenu fort grâce à son sens naturel de la perception en tant qu'homme bête, mais ses laquais soulignent que son sens de la perception est le plus fort parmi eux. Approuvant leur point de vue, Garou admet qu'il peut toujours sentir quelles missions ont les meilleures récompenses, il est donc toujours capable de gagner de l'argent rapidement. Curieux, les laquais lui demandent combien d'argent il a gagné en chassant Light il y a 3 ans, mais il dit que c'était une mission secrète de la Fédération, donc il ne peut pas en parler. En y repensant, Garou a l'impression que tuer Light était le travail le plus facile de tous les temps. Il pense que même si Light s'est téléporté, il n'y avait aucune chance qu'il survive à l'abîme dangereux par la suite. Cependant, alors qu'il se souvient que tous les pays de leur monde recherchent un maestro, il se demande pourquoi ils sont si importants. Soudain, sa queue frissonne d'un sentiment de danger et Garou décide de ne pas trop penser aux secrets profonds. Alors que ses laquais continuent de commander des boissons sans se soucier de rien, Mei interrompt leur discussion. Quand elle essaie de parler à Garou, ses laquais commencent à lui crier dessus pour avoir parlé à leur maître sans permission. Il les fait taire et demande à Mei ce qu'elle veut. Alors elle se présente comme la première servante de Light. À sa mention, Garou est choquée et elle lui dit qu'elle cherchait son maître disparu. Mei explique que Light est en fait issu d'une famille noble et que sa famille le recherchait. Garou refuse de croire qu'un faible inoffensif comme Light puisse être issu d'une famille noble, mais après que Mei insiste, il décide de l'écouter. Alors qu'il est excité à l'idée de gagner de l'argent, Mei verse des larmes, disant que son maître a peu être péri dans l'abîme traître. Devant les yeux choqués de tous, elle offre une mallette pleine d'or pur si Garou l'aide à voir l'endroit où Light a été vu pour la dernière fois, se sentant toujours comme un piège. Garou accepte le travail car il pense que Mei ne peut pas le menacer en tant qu'humaine. En surface, il agit comme si Light était un frère de son groupe et qu'il l'aiderait à le voir même sans l'argent, versant des larmes. Mei remercie Garou pour sa généreuse offre. Un mois plus tard, il emmène Mei dans l'abîme. Une fois qu'ils atteignent enfin le donjon, Mei transpire abondamment, l'air épuisé par tout le voyage. Alors que Garou la regarde, il ressent une faim malveillante de terminer la mission et d'utiliser le corps affaibli de Mei à son avantage sur la tombe de son maître. Une fois qu'ils atteignent enfin l'endroit où le Concorde a trahi Light, Garou dit à Mei que c'est là qu'il a perdu son ami à cause d'un monstre. Alors qu'elle tombe à genoux de désespoir, Garou s'excuse pour la négligence de son groupe qui a conduit à la perte de leur ami. Il fait signe silencieusement à ses sbires qui bloquent la sortie de la grotte. Alors que Garou pense qu'il va passer un bon moment avec la fille idiote, soudain, la voix de Mei devient froide. Elle dit que c'est dommage que son maître ait été amené dans un donjon dangereux, seulement pour être trahi par les membres de son groupe, ces ordures. En entendant ces mots froids, un frisson parcourt l'échine de Garou, et il recule avec prudence. Tandis que ses laquais regardent avec confusion, Garou réalise que Mei lui tend un piège, une embuscade. Puisque personne ne sait ce qui est arrivé à Light, à part le Concorde et leur supérieur, pensant qu'elle est une espionne d'un autre pays.
Garou demande l'identité de Mai. Elle ricane, disant qu'elle n'est loyale qu'à son maître, Light. Après avoir déclaré qu'elle ferait payer Garou pour ses crimes, Mai se retourne avec un regard féroce qui le laisse paralysé de peur, pensant que les femmes humaines ne sont que des morceaux de viande à utiliser. Garou est choqué que Mai ait le pouvoir de le menacer. Alors que Mai le regarde comme s'il était un déchet, Garou pense qu'il est mort. Cependant, une silhouette encapuchonnée apparaît soudainement et l'arrête avant qu'elle ne puisse agir. Alors que Light annonce qu'il se vengera lui-même de Garou, les sbires de Garou commencent à se moquer de lui pour les avoir menacés en tant qu'humain pathétique. Regardant avec horreur, Garou est sans voix alors que Light retire sa capuche pour révéler son visage. Il sourit et salue la meute de Garou. Tandis que les sbires se demandent qui il est, sachant que Light n'est que de niveau 15, Garou se met à rire de ses idées de se venger d'un monstre de niveau 150 comme lui. Non amusé, Light regarde Garou menacé d'utiliser son cadavre comme tremplin pour ses exploits. Cependant, Light souligne qu'au lieu de le menacer négligemment, Garou aurait dû être plus prudent et demander comment il avait survécu au terrifiant abîme. Garou est d'accord, mais pense qu'il ne peut pas le menacer même avec l'aide de Mai. Pensant que Light a eu de la chance de la rencontrer, il est confiant qu'ils ne peuvent pas survivre contre sa meute de sbires de niveau 130. Alors que Light est d'accord avec Garou, ses sbires se précipitent pour l'attaquer. Soudain, un tas de membres vole en l'air après que Mai ait découpé les chiens sans effort. Après avoir déclaré que quiconque la menacerait serait transformé en nourriture pour chien, Mai garde la sortie du donjon pour empêcher Garou de s'échapper. Tandis que ses sbires restants commencent à paniquer, Garou leur dit que Mai n'a utilisé qu'une attaque furtive pour les prendre au dépourvu. Soulignant que les humains peuvent être bien plus forts que son imagination, Light se moque de Garou pour être si délirant. Cependant, Garou refuse avec arrogance d'accepter la réalité et dit qu'il montrera à Light le vrai pouvoir des hommes bêtes. Light se tait. Pensant à la discrimination que les humains doivent affronter à cause de leur faiblesse, Garou pense qu'il est naturel que les autres races soient supérieures, mais Light lui rappelle que sa servante vient de démembrer ses sbires. Garou dit qu'elle a dû tricher avec un objet magique et charge Light pour le faire taire. Cependant, Light les repousse tout facilement avec son bâton. Au sol, Garou lutte pour retrouver ses esprits alors que Light s'approche de lui et se moque de lui pour avoir perdu si facilement. Sentant sa fierté blessée, Garou se lève et saute en arrière. Se prépare à lui donner une leçon avec son pouvoir ultime. Il utilise un cristal magique pour invoquer un puissant Fenrir de niveau 500, mais Light reste impassible face à la bête magique. Le voyant si calme, Garou pense que Light a perdu la tête de peur. Il nargue Light de se mettre à genoux et de supplier pour sa vie. Mais Light lui dit qu'il restera debout au même endroit pour laisser son Fenrir attaquer. Enragé par sa provocation, Garou ordonne à sa bête d'attaquer et elle commence à charger un puissant sort. Avec un rugissement fort, le Fenrir déchaîne un faisceau magique sur Light qui reste debout sur place. Alors que la fumée se dissipe, Garou est confiant que son monstre a vaporisé Light. Cependant, sa mâchoire tombe après que Light apparaisse complètement indemne de l'explosion. Light se moque du Fenrir de Garou pour n'avoir fait que soulever un tas de poussière dans l'air, tandis que les hommes bêtes regardent avec une horreur totale alors que Garou réalise à quel point il est en difficulté. Light lui dit qu'il va lui montrer un vrai Fenrir cette fois. Il sort une carte ultra rare qui invoque un empereur Fenrir de niveau 9000 qui éclipse complètement le chien pathétique de Garou. Sur l'ordre de Light, son Fenrir souffle un air doux qui vole vers le Fenrir de Garou et gèle tout son corps. La glace se brise devant les hommes bêtes, anéantissant le faux Fenrir et tout soupçon de la fierté restante de Garou. Gémissant comme un Kyo, Garou demande à Light si le puissant Fenrir était son atout, mais Light lui dit qu'il aurait pu facilement vaincre le Fenrir lui-même. Il révèle enfin son vrai niveau de 99 999, laissant Garou trembler de peur. Alors que ses sbires murmurent que les humains ne peuvent atteindre que le niveau 100, Garou pense que Light est un imposteur d'une autre race agissant comme un humain, soulignant que Light a toujours le corps d'un enfant. Il dit que n'importe quel humain aurait grandi en 3 ans. Light révèle qu'il porte un bracelet de jeunesse qui l'empêche de vieillir, afin qu'il puisse toujours se souvenir de la douleur qu'il a subie il y a 3 ans. En regardant les yeux froids de Light, Garou croit enfin qu'il est la vraie personne d'il y a 3 ans, sachant qu'il ne peut rien faire contre son pouvoir. Garou décide de s'humilier et de supplier pour sa vie. Il dit à Light qu'il n'agissait que sur les ordres de quelqu'un toutes ces années, et blâme ses sbires d'avoir essayé d'attaquer Mai. Ses sbires enragés lui crient dessus pour les avoir jetés sous le bus, mais Garou les ignore et demande à Light de la pitié. Light lui demande qui sont les maestros, et Garou dit que la fédération lui a ordonné, ainsi qu'aux autres, de les rechercher. Alors que Light demande pourquoi il recherche des maestros, Garou explique qu'on ne lui a pas dit la raison.
Puis Light exige de savoir pourquoi ils ont essayé de se débarrasser de lui après s'être assuré qu'il n'était pas un maestro, et Garou reste silencieux une fois de plus. Il jure qu'il ne sait vraiment rien, mais ses sbires affirment qu'ils ont des informations pour sauver leur vie. Cependant, Mai les coupe tous en morceaux pour avoir menti, puis Light tourne son attention vers Garou, disant qu'il a une dernière question. Il demande à Garou s'il pourrait gagner une guerre contre toutes les races avec son pouvoir. Mais avant que Garou ne puisse répondre, Light lui rappelle que Mai peut voir à travers les mensonges avec sa compétence œil de vérité. Terrifié, Garou admet que même avec ses statistiques écrasantes, il ne pourrait pas vaincre les 9 races seules, car elles ont passé des centaines d'années à stocker des armes, des armures et des objets magiques. À sa réponse, Light hoche la tête, convenant qu'une seule personne ne peut pas affronter le monde entier, même si elle atteint le niveau 9999. Cela laisse Garou confus, et Light lui dit qu'il a d'autres questions pour lui une fois qu'ils arriveront à sa base. Il utilise une carte de téléportation qui les entoure tous et les emporte, laissant le sol du donjon dans un désordre sanglant. Après avoir ouvert les yeux, Garou regarde autour de lui pour se retrouver entouré de figures puissantes partout. Toutes les bêtes puissantes, les servantes et les soldats rendent leur respect à Light alors qu'il avance vers son trône. Après que Light ait monté les escaliers et se soit assis sur son trône, Light a dit à ses serviteurs de se tenir droit et de montrer leurs statistiques. Tous les serviteurs ont libéré leurs auras, avec tout le monde à des milliers de niveaux, chacun au-delà de la compréhension de Garou. Même les gardes les plus bas sont au niveau 1500, tandis que les principales servantes de Light sont toutes au maximum à 9999. Il dit à Garou que ce sont tous ces soldats qu'il a préparés au cours des 3 dernières années, demandant si les forces sont suffisantes pour vaincre tous les royaumes à la surface. Alors que Garou lutte pour garder sa santé mentale, Light répète sa question. Mais il obtient sa réponse de l'horreur absolue sur le visage de l'homme bête. Il sourit et dit à Garou que ce désespoir écrasant est sa punition pour ce qu'il a fait, tandis que Garou pense qu'il peut anéantir le monde en un clin d'œil. Les larmes aux yeux, il pense que c'est la personne la plus forte du monde et pense même qu'il est comme une divinité. Alors que Light remarque son expression, Garou lui demande s'il essaie de devenir un dieu. Serrant son bâton, Light dit qu'il pense que c'est une bonne idée. À ses yeux, les gens qui ont essayé de le blesser lui cachent tous quelque chose, alors il pense qu'il deviendra divin si c'est ce dont il a besoin pour obtenir ses réponses. Light invoque son cadeau gacha, disant qu'il lui donne le pouvoir de contrôler le monde, et déclare qu'il jugera si le monde mérite une punition basée sur les réponses qu'il lui donnera. Avec son empire prêt à combattre, il ordonne à ses soldats de sortir de l'abîme, commençant leur marche de guerre contre les 9 races. Le lendemain, la première chose que Light fait après être allé à la surface est de visiter sa ville natale. Light court avec impatience pour saluer sa famille, mais tout le monde est horrifié de voir le village entier rasé par une partie maléfique. Après ce revers traumatisant, Light fait une tombe spirituelle pour sa famille disparue. Alors qu'il rend hommage à tout le monde, Light est reconnaissant de ne pas avoir trouvé les corps de ses frères et sœurs, il pourrait donc être encore en vie. Derrière lui, un chevalier appelé Gold lui dit de se dépêcher, car il n'a pas toute la journée pour pleurer pour lui. Nimumu est offensé par les commentaires insensibles de Gold sur leur maître. Tandis qu'ils se disputent tous les deux, Light se demande s'ils s'aiment ou s'ils sont vraiment juste des arches-ennemis. Pendant ce temps, Gold souligne qu'être trop poli peut paraître faux, et personne ne veut dormir en plein air dans les champs d'herbe. Cependant, Nemomu est totalement prête à passer du temps avec Light partout où il va. Sa détermination blesse la fierté de Gold, qui déclare également qu'il suivrait son maître jusqu'aux fosses les plus profondes des enfers puisqu'il lui a juré une loyauté totale. Pourtant, il n'a pas envie de dormir à la belle étoile, et Light interrompt la conversation, leur rappelant qu'ils doivent découvrir qui a détruit son village. Ils pensent que bien que leur puissance militaire soit suffisante pour vaincre toutes les 9 races combinées, ils ne devraient pas agir avant d'en avoir appris davantage sur les forces cachées des autres nations. Dans l'esprit de Light, la destruction de son village est également liée au pouvoir caché du monde, qui s'intéresse à son statut de maître. Enragé par la perte de ses parents, Light libère une aura sanguinaire, mais Gold lui rappelle de la maîtriser. Il accepte et ajoute un accessoire de masque de fou à son identité, promettant à ses parents qu'il les vengera. Une fois les préparatifs terminés, le trio commence à voler vers la ville de Dogas. En chemin, Nimamu appelle accidentellement Light par son vrai nom, alors Gold lui rappelle qu'elle devrait l'appeler Dark pour cacher sa véritable identité aux 9 races. Light pense qu'il devrait augmenter son rang d'aventurier en tant que Dark afin d'obtenir plus d'informations secrètes de la guilde. Ses 2 serviteurs sont d'accord avec son plan et ils aperçoivent bientôt la ville de Dogas. Afin d'éviter de faire une scène, ils atterrissent et parcourent le reste du chemin à pied. Cependant, ils rencontrent un groupe de bandits qui agressent un pauvre marchand et son fils.
Les bandits remarquent immédiatement le chevalier doré brillant qui les regarde et l'interpelle instantanément. Nemomu se met en colère contre Gold pour avoir causé des problèmes, mais il rit et ligote facilement les bandits. Ravi d'être sauvé, le marchand remercie Light et son groupe en leur permettant de monter dans sa calèche jusqu'à Dogaz. Pendant le trajet, le fils du marchand félicite Gold et Nemomu d'avoir vaincu les nains si facilement, mais elle lui dit que leur maître est encore plus cool qu'eux. Pendant ce temps, le marchand est curieux de savoir si le groupe de Light est un groupe expérimenté qui explorera le donjon de Dogaz. Puisque c'est la spécialité de la ville, Light lui dit qu'ils ne sont pas encore enregistrés. L'homme est choqué d'entendre cela et leur offre des informations sur les pays du monde. Il s'avère que Dogaz est une ville à la frontière sud du royaume nain, qui est à côté du royaume humain à l'est et du royaume elfique au sud. Bien que les trois royaumes aient eu des problèmes par le passé, le donjon de Dogaz a de superbes butins, ce qui a attiré des aventuriers de partout. Il termine son explication, ils atteignent la porte de Doga, et le groupe de Light descend pour parcourir le reste de la distance. Avant de partir, le marchand se présente comme le colonel et invite leur groupe à passer la nuit dans son auberge, s'ils ont besoin d'un endroit. Pendant ce temps, ils commencent à se diriger vers la guilde des aventuriers, remarquant toutes les forges naines en chemin. Une fois entré dans la guilde, le groupe de Light est surpris par toutes les personnes présentes, mais tout le monde commence à les éviter comme la peste. Light réalise que les humains comme lui sont également maltraités dans cette ville, mais il décide de s'inscrire quand même. La réceptionniste de la guilde le fait commencer au rang F, ce qui énerve complètement Nemomu. Elle commence à crier sur la pauvre réceptionniste pour qu'elle donne à son maître un rang S, mais la réceptionniste lui rappelle que tout le monde doit commencer au rang le plus bas. Heureusement, Light intervient et accepte son classement avant que Nemomu ne puisse s'embarrasser davantage. Une fois l'inscription terminée, elle se met à pleurer parce qu'elle a fait passer son maître pour un incapable en public. Gold remue encore plus le couteau dans la plaie, alors Light l'empêche de la harceler. Ensuite, il se dirige vers l'auberge du colonel pour obtenir des chambres. Son fils conduit joyeusement le groupe à son père, qui leur demande s'il peut leur rendre des services. Light demande au colonel s'il peut louer tout le dernier étage de son auberge pour une intimité totale, même vis-à-vis du personnel. En guise de paiement, il offre au colonel un énorme sac d'or, mais celui-ci refuse de prendre de l'argent de quelqu'un qui lui a sauvé la vie. Cependant, Light insiste, alors le colonel accepte son généreux paiement et s'engage à lui aménager le dernier étage. Une fois Light dans la pièce du haut, il lance une série de sorts magiques pour isoler son espace du monde extérieur, assurant une intimité totale. Alors qu'il s'étire librement dans son fauteuil, Nemomu lui demande s'il est vraiment sûr pour Light d'explorer la surface en s'exposant ainsi. Elle pense qu'il devrait simplement rester dans la forteresse sûre de l'abysse et les laisser gérer le travail en surface. Mais Light l'arrête. Il demande à Nemomu si elle compte l'empêcher de se venger personnellement et se lève, furieux. Sentant sa colère, elle réalise qu'elle a commis une grave erreur et tombe instantanément à genoux pour s'excuser. Tandis que Light fixe froidement Nemomu, Gold brise la tension dans la pièce avec son rire charmant. Cela apaise aussi la rage de Light, et il se penche pour réconforter Nemomu. Cependant, elle pense toujours être allée trop loin en tant que servante, alors elle décide de renouveler son serment de loyauté en guise d'excuse. Nemomu s'abaisse pour embrasser les pieds de son maître, et Light la laisse faire en silence, gênée par ce rituel inutile, la regardant s'y adonner. Gold se demande si Nemomu prend secrètement plaisir à lui lécher les pieds, ce qui gâche encore plus l'ambiance. Le jour, le groupe se dirige vers le donjon de Daga. Alors que tout le monde autour de lui remarque l'étrange masque, Light réalise que son déguisement n'est pas parfait. Malheureusement, ils sont trop en retard pour rentrer les premiers. Ils doivent donc faire la queue comme de vulgaires paysans. Gold remarque qu'il n'y a pas beaucoup d'elfes dans la file, alors Light souligne que le royaume elfique est en guerre avec les nains pour ce donjon, donc les tensions sont vives. Nemomu loue les brillantes compétences de détective de son Light, mais il lui demande s'il est approprié de presser sa poitrine contre son dos, car elle affirme que c'est absolument nécessaire pour protéger ses arrières. Un groupe d'aventuriers louche leur couple à fil. Observant les trois silhouettes encapuchonnées, Light déduit que deux d'entre eux sont de simples nigauds, mais leur grand chef représente une sérieuse menace. Même certains autres aventuriers envisagent de les interpeller pour avoir coupé la file. Light s'avance et leur demande poliment de reprendre leur place. Le chef elfe s'offense et demande à Light s'il sait à qui il parle. Naturellement, Light souligne qu'il ne les connaît pas puisqu'ils cachent littéralement leur visage sous leur capuche. Il fait également remarquer que s'il est une personne de haut rang, il ne devrait pas se livrer à des activités louches qui ruineraient le nom de sa famille. Soutenant leur maître, Gold et Nemomu disent aussi à l'aventurier de s'écarter. Mais l'elfe pense qu'ils ne sont qu'une bande d'insectes. Avant qu'il ne puisse dégainer sa grande épée, son partenaire l'arrête, lui rappelant de ne pas faire de scène.
Lorsque l'elfe encapuchonné abandonne enfin et s'en va, le reste des aventuriers remercie le groupe de Light de l'avoir écarté. Le groupe devant Light s'excuse de n'avoir pas pu leur tenir tête, mais Light dit qu'il a juste réglé le problème pour tout le monde. Ils se sentent un peu mieux grâce à son réconfort avant que l'un d'eux ne demande curieusement si l'armure de Gold est vraiment faite d'or. Le chef du groupe fait taire son membre bavard. Mais il est déjà trop tard car Nimamu explique que son armure n'est pas réellement en or, car l'or est trop mou pour fabriquer une armure solide. Mais Gold ne se soucie pas d'utiliser juste la couleur. Ensuite, les enfants demandent à Light si c'est sa première fois dans le donjon et il le confirme. L'enfant n'est pas surpris car tout le monde apporte beaucoup de matériel de camping pour les longs voyages dans le donjon. Puisque le groupe de Light est le seul à paraître mal préparé, il a compris qu'ils étaient nouveaux ici. Une fois que c'est le tour de son groupe, les enfants leur disent au revoir et entrent dans le donjon, tandis que le groupe de Light réalise qu'ils devraient sortir certaines de leurs ressources de leur boîte d'objets magiques, juste pour éviter les soupçons plus tard. Bientôt, c'est le tour de Light, et il s'engouffre dans l'immense donjon. Nimamu est impressionné par la taille colossale du donjon, se demandant comment ils peuvent tous être si différents tout en suivant le même concept. Light note qu'ils doivent accéder au cœur du donjon pour en découvrir les secrets, mais même Ellie, la chercheuse, ne peut y parvenir. Gold pense qu'il n'y a aucun moyen de faire quoi que ce soit avec Nemomu qui les accompagne, alors Light lui rappelle qu'il est lui aussi inutile pour cette tâche. Alors qu'il s'enfonce dans le donjon, la concentration de mana devient plus forte, et la zone de prison sombre et froide se transforme en un monde vibrant et florissant, plein de vie. Gold apprécie la faune exotique, tandis que Nememu remarque qu'il n'y a personne qui fouine autour de leur emplacement. Pour commencer leur exploration, Light lance rapidement des sorts de dissimulation et d'amélioration sur son groupe. Grâce à ces améliorations, il commence à voler autour de la forêt dense. Pendant ce temps, au sol, l'elfe arrogant d'avant affronte de puissants orques qui l'entourent. Pensant à l'humiliation subie par le groupe de Light, l'elfe d'avant, nommé Kaido, déchire les bêtes une par une. Il hurle qu'il mérite un meilleur traitement. Il est le plus jeune chevalier blanc du royaume elfique et le descendant d'un héros légendaire. Son serviteur, nommé Yonok, l'arrête dans sa fureur inutile, lui rappelant que leur cible est le 3e et non le premier étage. Cependant, Kaido pointe son épée sur son propre majordome, pensant qu'il ne peut en aucun cas oublier l'humiliation précédente. Kaido dit que la seule raison pour laquelle il n'obtient pas plus de respect est que son niveau est plafonné à 1500, mais Yonok souligne qu'il a déjà dépassé le plafond de niveau normal pour les elfes. Il refuse d'accepter cela, affirmant qu'un descendant de maître comme lui est censé avoir un potentiel illimité. Voyant son jeune maître si frustré, Yonok agit comme s'il ressentait beaucoup de sympathie pour lui, disant qu'il a aussi été exilé de son pays à cause de ses expériences sur le dépassement de leurs limites. Alors que Kaido exige qu'il le fasse monter de niveau, Yonok sourit étrangement en acceptant sa requête. Kaido se retourne, pensant qu'il se débarrassera de cet elfe noir rusé une fois qu'il l'aura utilisé pour monter de niveau. Pendant ce temps, le groupe de Light finit de massacrer un groupe de trolls au 3e étage. Il décide de retirer les gemmes magiques des monstres, comme preuve d'exploration du 3e étage avant de rentrer. Remarquant que son maître s'est sali pendant le combat, Mimamu propose de l'aider à se nettoyer. Une fois de retour au 1er étage, Light pense qu'il devrait commencer à marcher car l'armure brillante de Gold attire trop l'attention. Cependant, il remarque le groupe faible de tout à l'heure en train de combattre des gobelins. Gold note que le groupe est assez fort pour vaincre la faible proie, mais Light réalise qu'ils ont manqué un ennemi caché. Alors que le jeune groupe se retourne, il trouve Light immobilisant un serpent des buissons avec son bâton. Il leur rappelle d'être prudents car le serpent aurait pu paralyser l'un d'eux et les laisser sans défense face aux monstres plus puissants. Reconnaissant de l'aide de Light, les enfants le remercient, mais il devient soudainement sérieux après avoir remarqué un autre ennemi. Au loin, une meute de dangereux loups des buissons surgit de la forêt, choquant les enfants. Alors qu'ils commencent à paniquer, Light leur dit que les loups ne veulent aucun mal. Devant leurs yeux, les loups les évitent simplement et s'enfuient. Horrifiés, les enfants réalisent enfin que le véritable ennemi mentionné par Light n'était pas les loups, mais un behemoth menthe à 4 faux. Choqués, les enfants se demandent comment la menthe est apparue, puisque son espèce a disparu il y a plus de 10 ans. Alors que les enfants se préparent à fuir le monstre, Light leur demande s'il peut simplement la chasser pour lui-même. Nimamu note que la menthe est de niveau 500, et les enfants demandent à leur groupe de partir, pensant qu'elle est trop puissante pour eux. Bientôt, la menthe les charge, et Gold prend les devants pour bloquer son attaque. Après avoir échangé des coups avec la menthe, Gold réalise que c'est pas un ennemi à sous-estimer. Ensuite, Light utilise un sort de flèche de feu contre elle, mais elle renvoie la flèche avec sa faux robuste. Observant la bataille, le chef des enfants demande à sa mage Mia de l'aider, mais elle commence à fixer Light parce qu'il a lancé un sort sans aucune incantation.
Il lui dit de se concentrer plutôt sur leur aide, mais Gold les rassure en disant qu'il ira bien. Se préparant à combattre, il dit aux enfants de faire attention alors qu'il combine attaque et défense pour vaincre la menthe. Comme si elle entendait les mots de Gold, la menthe l'attaque à nouveau pour commencer le combat. Gold bloque facilement son coup avec son bouclier, brisant sa faux sous l'impact du rebond, profitant de son choc. Il se précipite pour trancher l'une des pattes de la menthe. Ensuite, Light décide que c'est son tour de briller et il déchaîne un barrage de flèches de feu qui se dirige vers la menthe. Alors qu'elle tente de dévier les attaques, les flèches s'incurvent et évitent ses faux, se fichant dans le dos du monstre. Mia observe avec admiration comment Light contrôle plus de 30 anses liquidèches à tête chercheuse, les rassemblant pour détruire la menthe. Se sentant dépassé, le monstre s'enfuit pour se protéger. Cependant, Light arrête la pauvre bête avec un mur de feu, alors elle saute au-dessus des flammes pour s'envoler. Finalement, Nemomu saute après la menthe, atteignant facilement une hauteur supérieure. Serrant ses dagues, elle la découpe en un seul coup, la brisant en morceaux. Tandis que Nemomu se sent fier de son exploit, Gold se moque d'elle pour avoir agi comme une enfant. Alors qu'elle se met en colère, il lui rappelle qu'elle a haché tous les précieux matériaux du monstre. La réalisation la plonge dans la panique, tandis que les enfants regardent sous le choc, se demandant à quel point l'équipe de Light est puissante pour vaincre si facilement une bête aussi féroce. Après que Nemomu se soit excusé auprès de Light pour son échec, les enfants fouillent les restes de la menthe et trouvent une jambe de monstre parfaitement intacte. Gold loue leur chance. Heureux que la frappe imprudente de Nemomu n'ait pas brisé le précieux matériau. Voyant le noyau, Light pense que ce sera une preuve suffisante à soumettre à la guilde pour augmenter leur rang. Pendant ce temps, les enfants demandent à Light s'ils font partie d'un groupe classé qui essaie d'augmenter son rang. Cependant, Light leur dit qu'ils sont de rang F, ce qui plonge tout le groupe dans une crise existentielle. Ensuite, Mia crée une bulle d'eau géante avec sa magie pour aider l'équipe de Light à se nettoyer. Gold lui dit que son armure brillante est toujours aussi éclatante, alors Light s'avance pour se laver les mains sales. Il demande aux autres enfants de se laver avec lui. Reconnaissant pour leur petit cadeau, les enfants disent que ce n'est pas grand chose puisqu'il vient littéralement de leur sauver la vie. Ensuite, il propose à Light de rester avec eux pendant la nuit car il commence à faire sombre. Light ne souhaite pas être un fardeau pour les enfants, mais leur chef révèle que sa sœur Mia est impatiente d'en apprendre davantage sur ses techniques magiques incroyables. Voyant son regard avide, Light accepte de rester et les rejoint autour d'un feu de camp pour dîner. Light dit à Mia que ses parents sont des mages de génie, ajoutant qu'elle a aussi beaucoup de talent pour la magie. Elle sourit, disant que ses capacités ne sont pas aussi impressionnantes que les sorts sans voix. Son frère se demande si le lancement sans incantation est vraiment si impressionnant. Alors elle commence à s'enthousiasmer pour les 3 différentes classes de magie. Elle explique que les sorts de classe combat, comme les flèches de feu, sont utilisés pour des cibles uniques, tandis que les compétences tactiques, comme le mur de feu, servent au contrôle des foules. Elle révèle également qu'il existe des sorts de classe stratégique qui peuvent avoir des impacts mondiaux. Cependant, les sorts mondiaux sont au niveau des catastrophes naturelles, il faut donc plusieurs mages de haut niveau les incantant simultanément pour les lancer avec succès. Elle explique que des races comme les dragonutes, les elfes et les démons peuvent facilement lancer des sorts grâce à leur talent naturel. Mais les humains ne sont pas aussi bénis. C'est pourquoi elle pense que Light est un prodige de classe mondiale puisqu'il peut lancer des sorts sans réciter l'incantation, malgré le fait d'être un simple humain. Gold hoche la tête, appréciant ses connaissances, tandis que Light rit maladroitement de ses éloges. Finalement, après que Mia se soit calmée, son frère dit que peu importe ses pouvoirs, Light semble être un homme bon. « Ma sœur, lui dit-il, tu réussiras sûrement après avoir été admise à l'école de magie du duché. » Tandis que Mia est embarrassée, Light devient curieux à propos du duché. Puisqu'il s'agit de la nation conjointe créée par les 9 races, Gold pense aussi que Mia doit être très talentueuse si elle peut être admise à la meilleure école de magie du monde. Son frère explique que bien qu'elle ait été admise, elle n'a jamais pu étudier à l'école car leurs parents, qui payaient ses frais de scolarité, sont morts lors d'une épidémie. Ainsi, tous deux ont dû se débrouiller seuls et ont créé un groupe d'aventuriers avec Gimra et Wirti pour gagner de l'argent. Cependant, il garde l'espoir qu'avec suffisamment d'argent, il pourra un jour envoyer Mia étudier à l'académie du duché et réaliser ses rêves. Se sentant comme un fardeau, Mia dit à son groupe de se détendre au lieu de se concentrer autant sur elle. Observant le frère et la sœur prendre soin l'un de l'autre, Light se souvient de sa propre sœur cadette. Il dit aux enfants de continuer car il croit qu'ils réussiront grâce à leur talent. Light loue également les talents de Mia, mais elle pense qu'il est juste gentil avec elle. Cependant, il l'assure qu'il est sérieux, et ses mots lui donnent un peu de confiance. Peu après, le chef du groupe demande à Light pourquoi il a choisi de devenir aventurier, et Light commence à raconter ce qui est arrivé à sa famille. Nemomu leur dit que l'incendie qui a tué la famille de Light lui a laissé des marques de brûlure, alors il voyage avec lui pour qu'il reçoive son traitement.
Gold explique que lui et Nemomu ont reçu l'aide de la famille de Light, c'est pourquoi il l'aide à rembourser leurs dettes. Alors que l'histoire tragique de Light se termine, l'atmosphère joyeuse du groupe s'éteint soudainement. Pour changer de sujet, Gimra demande curieusement si Nemomu et Gold sont mariés. Nemomu rejette instantanément cette idée, disant qu'il n'y a aucune chance qu'elle aime un narcissique comme Gold. Gold est d'accord, disant qu'il ne l'aime pas non plus car elle a à la fois le corps et l'attitude d'une petite peste. Pensant qu'il a une chance, Gimra propose à Nemomu, mais elle lui dit que son cœur appartient à Light. Gold intervient, disant que ce serait le plus grand gâchis du monde si elle salissait leur maître, et ils continuent de se chamailler toute la nuit. Ailleurs, Kaido abat un monstre, et Yonak le félicite. Cependant, Kaido se fâche contre lui, disant que son épée légendaire Grandus est faite pour tuer des héros, pas pour désherber. Pour le calmer, l'elfe noir lui rappelle qu'il a besoin des échantillons de ces monstres pour sa recherche sur le dépassement de la limite de niveau. Les échantillons de monstres étant complets, Yanak pense qu'il est temps de commencer à collecter des échantillons de la race humaine ensuite. Quelques semaines plus tard, Light retourne à la guilde des aventuriers avec un tas de ressources qu'il a obtenues du donjon. La réceptionniste s'extasie devant Light pour les précieux matériaux, et Mimamu lui dit que son maître mérite absolument un rang S+ pour ses exploits. Light ignore sa servante trop zélée et demande à la réceptionniste de préparer le paiement des matériaux, alors elle lui dit de prendre du thé pendant qu'il attend. Alors qu'ils reviennent de la guilde, les serviteurs de Light remarquent à quel point l'attitude de la guilde a changé. Alors qu'ils traversent la ville, tout le monde dans la rue chuchote à leur sujet, sachant qu'ils ont vaincu la redoutable Mante. Alors que Light se sent satisfait de la renommée qu'il a acquise, un groupe d'aventuriers rassemblés près du donjon lui demande s'il fait partie de la bande noire. Ce nom déroute Light, alors les aventuriers expliquent que les habitants ont donné ce nom à son groupe. Nimamu se place instantanément devant eux, pensant qu'ils ont des arrière-pensées. Cependant, les aventuriers l'assurent qu'ils ne veulent aucun mal et se présentent comme Suvalon et Gilbert. Suvalin veut savoir comment Light est allé si loin dans le donjon et a vaincu la Mante. Mais Gilbert doute que la nouvelle soit réellement vraie. Cela enrage Nemomu, qui pointe sa dague sur sa gorge et demande s'il traite son maître de menteur. Pour la calmer, Suvalin explique qu'ils essaient juste de les encourager. Cela déroute Light, alors il explique que la race humaine a retrouvé espoir après avoir vu un groupe fort de leur côté. Tandis qu'il explique cela, le groupe de Suvalin l'appelle à les rejoindre, alors il part faire la queue avec eux. À proximité, les aventuriers des autres races se mettent en colère, pensant que les humains sont délirants d'avoir de l'espoir. Alors que Nimamu remarque leur mauvaise opinion d'eux, Gold dit qu'ils les feront taire avec plus de résultats. Une fois que c'est le tour du groupe de Light, ils entrent dans le donjon et ils pensent qu'ils devraient se diriger directement vers le 5e étage. Cependant, ils aperçoivent le groupe de Mia en volant, alors ils descendent pour prendre de leurs nouvelles. Heureux de les voir, le frère de Mia la pousse en avant, disant qu'elle a quelque chose à montrer à Light. Hésitante, elle donne à Light une étrange crème, expliquant qu'elle l'a faite pour ses brûlures. Elle pense que même si cela ne guérira pas les cicatrices de brûlure, cela peut l'aider avec la douleur. Light y réfléchit. Alors Mia pense qu'il ne veut pas de son cadeau. Cependant, il l'accepte avec un sourire et décide de lui rendre l'appareil. Light invoque une carte de son gacha qui se transforme en un joli bracelet. Il le lui offre, mais elle hésite à l'accepter. Avec quelques encouragements, elle met finalement le bracelet à ses mains, ravie de sa beauté, disant qu'elle chérira son cadeau pour toujours. Mia remercie Light avec un sourire avant que son groupe ne parte. Plus tard cette nuit-là, Nemomu demande à Light si c'était une bonne idée de donner un bracelet de souhait de rang SSR à Mia. Gold lui dit que le bracelet de souhait peut réaliser le vœu d'une personne si elle le désire suffisamment. Il pense que Light a fait ce qu'il fallait en rendant l'appareil à la jeune fille, et Nemomu réalise que tout ne tourne pas autour de la valeur matérielle. Une fois que le groupe de Light atteint le 5e étage enneigé, il remarque qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Gold pense que cet étage calme est idéal pour cacher leur présence, mais Nemomu lui rappelle que son armure dorée éclatante n'aide en rien. Se retournant, Light leur rappelle qu'ils doivent chasser des Yétis. Après les avoir laissés à leur tâche, ils se téléportent chez lui. Une fois de retour, les 4 fidèles servantes le saluent au palais. Mei emmène Light prendre le thé et lui demande comment se passe son aventure. Il lui dit que tout va bien et s'enquiert des préparatifs des servantes pour leur guerre finale. Ellie lui dit qu'elles ont presque terminé, alors Light se demande s'il avait même besoin de rentrer chez lui. Il dit aux filles d'utiliser toutes les ressources dont elles ont besoin et de continuer leur travail, mais Nozuna lui demande quelle devrait être sa mission spéciale. Sachant qu'elle est trop stupide pour lui confier un plan complexe, Light lui dit de simplement garder le château jusqu'à ce que son heure vienne. Impatiente de contribuer à son tour, Nazuna dit à Ellie de vite finir son travail car elle ne peut pas agir avant elle. Les préparatifs presque terminés, Light sirote son thé, impatient de détruire Sacha.
Pendant ce temps, le groupe de Suvalin se repose au 3e étage du donjon la nuit. Suvalin demande à Gilbert ce qu'il pense des rumeurs concernant Light. Alors Gilbert dit qu'il n'y a aucune chance qu'il soit si puissant. Cependant, Suvalin lui rappelle qu'ils ont Mia comme témoin. Il est donc possible que Light soit la réincarnation d'un puissant héros. L'idée qu'un héros humain revienne au monde et mène leur race à la victoire leur donne à tous deux de l'espoir. Ensuite, Suvalin part aux toilettes dans la forêt. Une fois revenu, il appelle Gilbert, mais trouve la tête décapitée de son ami gisant sur le sol. Il trouve Kaido debout, impatient, en colère que Suvalon ait mis si longtemps à revenir, réalisant que ses hommes sont morts sans combattre. Suvalon pense qu'il n'a aucune chance de survivre face au puissant elfe. Pendant ce temps, Kaito piétine la tête de Gilbert, essayant de provoquer Suvalon pour le mettre en colère. Cependant, Suvalon reste calme et utilise une grenade fumigène pour s'échapper. En s'enfuyant, il pense que l'elfe ne peut pas le voir pour utiliser sa magie. Mais Kaido le repère d'une manière ou d'une autre à travers la fumée, volant grâce à un sort magie. Il assomme facilement Suvalin d'une attaque, laissant l'homme complètement choqué. Alors que Suvalin remarque l'elfe en lévitation grâce à son sort, Yannack l'élimine avec sa baguette. Il réprimande Kaido pour avoir tué tous les humains, car il avait besoin de sujets vivants pour ses expériences, ce qui est un problème. Kaido pense qu'un seul sujet devrait suffire. Mais Yannack insiste sur le fait qu'il lui en faut davantage, car ses expériences peuvent toujours échouer. L'elfe noir sinistre sourit d'un air maniaque. Considérant les humains comme de la vermine sans valeur, juste de la chair à canon pour ses expériences tordues. Pendant ce temps, Mimamou se dispute avec la réceptionniste de la guilde des aventuriers pour faire monter le rang de Light. La réceptionniste lui explique qu'ils viennent de le faire passer directement de F à D, donc elle ne peut plus faire d'exception, c'est impossible. Cependant, Nemomu pense toujours que son maître mérite le rang S, tandis que Gold lui dit qu'elle ruine son image avec son attitude capricieuse. Pour calmer Nememu, la réceptionniste lui dit qu'elle peut encore augmenter le rang de Light s'il accomplit un exploit majeur, ce qui lui donne une idée brillante. Plus tard cette nuit-là, Light montre à ses serviteurs une affiche de recherche d'un tueur d'aventuriers inconnu, qui terrorise les humains. Gold pense qu'un criminel d'une telle importance pourrait facilement leur valoir la promotion, mais Light se demande comment retrouver cette personne mystérieuse et insaisissable. Gold suggère de tirer son gacha pour une carte de tracker, alors Light lui rappelle que les chances d'obtenir un bon tracker en si peu de temps sont bien trop faibles. Pendant qu'ils discutent de leur plan, soudain, un portail s'ouvre dans leur chambre. Light observe, choqué, une Mia inconsciente tomber du portail, et le bracelet à son poignet se brise en 1000 morceaux. Il installe rapidement la jeune fille dans un lit pour qu'elle se repose et utilise un sort de guérison pour lui rendre sa pleine santé. Après avoir soigné Mia, Light décide de vérifier ses souvenirs, car elle est bien trop épuisée pour pouvoir parler. De ses souvenirs, il apprend que le groupe de Mia a rencontré un groupe d'aventuriers qui les a avertis du tueur d'aventuriers. Les enfants se sont demandé si les humains étaient simplement la cible d'un monstre, mais le groupe leur a dit que le tueur utilisait de multiples sorts magiques, donc c'était clairement une personne intelligente et très dangereuse. Après avoir dit aux enfants de faire passer le mot aux autres humains, le groupe a quitté le donjon pour éviter d'être ciblé. Le groupe de Mia a également commencé à sortir du donjon. La nuit, le frère de Mia a remarqué que tout le monde était épuisé après avoir combattu toute la journée, c'était évident. N'ayant pas d'autre choix, il leur a permis de camper au milieu du dangereux donjon. Soudain, un groupe de figures mystérieuses est apparu. Et parmi eux, Yonak a demandé aux enfants pourquoi ils étaient dehors si tard, à cette heure-ci. Les enfants ont reconnu le groupe de Yonak, donc ils ne pensaient pas qu'ils représentaient un quelconque danger. Inquiets pour leur sécurité, ils ont décidé de les avertir du mystérieux tueur d'aventuriers. Alors que le frère de Mia les informait du tueur, ils l'ont remercié pour son aimable avertissement, c'était très gentil. Voyant leur réaction amicale, les enfants se sont sentis en sécurité auprès des elfes. Cependant, Kaido a soudainement dit qu'il aurait dû mieux dissimuler ses actions, choquant les enfants. Alors que les deux elfes se plaignaient que leurs informations se répandaient à l'extérieur, les enfants se sont demandé ce qui se passait réellement. Soudain, la voix de Yonak est devenue froide, et Kaido a sorti son épée, se révélant ainsi comme le tueur d'aventuriers. Les enfants ont senti leur sang se glacer, et les garçons ont dit à Mia de courir pendant qu'ils retenaient les elfes, c'était leur plan. Voyant sa bravoure, Kaido fut enragé alors que le frère de Mia le chargeait. Il a impitoyablement lacéré l'estomac du jeune garçon, et Mia a hurlé de douleur et de chagrin à la mort de son frère. Ensuite, les deux autres garçons ont tenté de retenir Kaido, mais il les a également abattus sans pitié. Les voyant gravement blessés, Mia se sentit figée sur place, incapable de bouger. Cependant, les garçons blessés se sont relevés et ont essayé de se battre pour protéger Mia. Voyant ses amis restant courir vers une mort certaine, Mia a hurlé pour qu'ils s'arrêtent immédiatement. Ignorant ses cris, ils ont continué. Mais Kaido les a impitoyablement abattus malgré l'avertissement de Yannack. Quand les deux sont tombés morts, Yannack a réprimandé Kaido pour avoir tué ses sujets d'expérience. Kaido a ricané, disant qu'il n'avait jamais eu l'intention d'épargner quiconque osait se battre pour sa propre vie. Yannack était toujours contrarié par ses actions imprudentes, alors Kaido lui a rappelé qu'il avait laissé Mia en vie. Il se tourne donc vers la jeune fille et dit à Yannack qu'il pourrait s'amuser un peu avec elle, c'est ce qu'il pense.
Cependant, Yannak fut dégoûté par son comportement et le laissa seul pour profiter de ses fantasmes tordus. Quand Kaido se prépare à violer la pauvre fille, Mia dit à Kaido de s'éloigner d'elle, de la laisser tranquille. Mais l'elfe narcissique pensait lui faire une faveur. Estimant qu'une humaine inférieure comme elle ne méritait pas sa faveur, il commence à se moquer de Mia et lui dit de le remercier. La jeune fille terrifiée se résigna à son sort, mais soudain, la faible voix de son frère retentit, c'était inattendu. Surpris, Kaido se retourne et voit que le frère de Mia a d'une manière ou d'une autre survécu à la coupure mortelle. Sa capacité à survivre si longtemps a piqué l'intérêt de Yannak, alors il dit à Kaido qu'il veut le garçon pour ses recherches, c'est très important. Bien que Kaido se sente agacé, il a accepté de laisser le garçon vivre. Pendant ce temps, le frère de Mia essaie de la convaincre de s'échapper une dernière fois, et elle a versé des larmes en le regardant se sacrifier pour elle. Finalement, elle se lève pour courir et Yannak dit à Kaido de capturer sa cible. Grommelant qu'il n'aimait pas ses ordres, Kaido se prépare à l'attraper. Mais le frère de Mia a tenté de l'attaquer, c'était une diversion. Alors que Kaido ignorait sa faible attaque, Yannak lui a rappelé qu'il avait besoin des deux frères et sœurs vivants. Kaido a hoché la tête, pensant qu'il était trop difficile de capturer des cibles en mouvement. Cependant, le frère de Mia a commencé à marmonner des stratégies de combat, ce qui a laissé l'elfe confus. Alors qu'il se souvenait du conseil de Gold d'utiliser un bouclier et une épée ensemble, c'était une bonne idée. Le frère de Mia a décidé de combiner à la fois son attaque et sa défense. Cette stratégie lui a donné un regain de confiance et il a chargé Kaido. L'elfe choqué a à peine évité la vitesse surprenante du jeune garçon, mais soudain il a sorti son bouclier de nulle part et l'a projeté au sol, c'était impressionnant. Alors que l'elfe fier atterrissait sur ses fesses, il fixa le frère de Mia qui riait en triomphe. Enragé par le coup porté à son orgueil, Kaido a déchaîné sa colère en transperçant le petit garçon d'un coup de pleine puissance. C'était brutal. Alors que le pauvre garçon allaitait de douleurs inimaginables, Kaido s'avança pour l'achever, mais Yonax l'arrêta. Il rappela au narcissique enragé de capturer Mia avant qu'elle ne puisse répandre la nouvelle à l'extérieur du donjon, c'était crucial. Alors que Mia se précipitait aveuglément vers la sortie du donjon, les épées de Kaito lui bloquèrent soudainement le chemin. Alors qu'il planait derrière elle, il déclara qu'il la punirait pour avoir tenté de s'échapper. Kaito révéla fièrement qu'il pouvait la coincer grâce au plus grand trésor du royaume elfique, Grandus, tandis que Mia regardait avec horreur, c'était terrifiant. Alors qu'il s'approchait d'elle, Mia décida de faire tout ce qu'elle pouvait pour s'échapper, pour le bien de ses amis. Après s'être concentrée intensément, elle invoqua un sort de stalactite de glace pour attaquer Kaido, mais il le brisa facilement, sans effort. Profitant du moment de distraction, Mia tenta de s'enfuir à nouveau, mais Kaido la renversa. Il dit fièrement à la jeune fille qu'elle devrait accepter son destin de servante d'un héros légendaire. Cependant, elle lui dit fermement qu'il n'était qu'un perdant qui ne pouvait qu'intimider les faibles, c'était la vérité. En entendant ces mots, Kaido fut stupéfait et se rappela toutes les fois où ses compagnons elfes s'étaient moqués de lui, car Kaido se comportait comme un crétin avec eux. Ils le détestaient tous et le traitaient de tyran qui avait atteint le sommet en utilisant son statut, c'était une honte. Pendant qu'il se remémorait ses souvenirs douloureux, Mia continuait de le traiter de lâche sans colonne vertébrale, ce qui l'enrageait encore plus. Incapable de supporter son ego blessé, il déchaîna une puissante attaque pour l'achever. Sans hésitation, à ce moment-là, Mia souhaita désespérément que Light soit là. C'est alors que le bracelet s'activa et la téléporta hors du donjon. Alors que le souvenir se termine enfin, Light serre le bracelet de Mia dans sa main, avec émotion. Gold et Nemomu lui demandent quoi faire ensuite, et il leur dit calmement de partir. De retour dans le donjon, Yannak finit de soigner le frère de Mia. Quand Kaido revient, Yannak lui demande s'il a capturé Mia, mais Kaido n'a aucune idée de l'endroit où elle est allée. C'est un mystère. Yannak est choqué qu'un soldat elfe d'élite puisse perdre la trace d'un enfant, alors Kaido lui dit qu'elle s'est téléportée aléatoirement dans les airs. Choqué, Yannak refuse de le croire, car il pense qu'un humain ne pourrait absolument pas posséder un précieux objet de téléportation, c'est impensable. Yannak réalise qu'ils sont dans de profonds ennuis. Il dit à Kaido que si la guilde humaine répand cette nouvelle, les elfes pourraient entendre parler de lui. Kaido est également terrifié à cette idée, car il a en fait volé Grandus au royaume elfique, c'est une grave erreur. Il pense à la terrifiante armée des chevaliers blancs-elfes, dont le chef est au niveau 3000 avec une arme surpassant la sienne. Se sentant condamné, Kaido commence à taper du pied sur le sol. Yannak essaie de le calmer, disant qu'ils peuvent riposter contre l'armée elfique s'ils réussissent sa recherche sur le dépassement des limites de niveau, c'est leur seule chance. Cela donne un peu d'espoir à Kaido, et Yannak lui dit de se cacher rapidement afin qu'il puisse terminer ses recherches. Soudain, Light apparaît devant eux, déclarant que leur temps est écoulé. Kaido se souvient de Light, de l'époque où il avait été humilié par lui en dehors du donjon, il se méfie donc beaucoup de lui. Cependant, Light les ignore et ferme doucement les yeux de Gimra et Wardy, se sentant triste pour ces jeunes vies prometteuses qui ont été perdues. Derrière lui, Gold informe que le frère de Mia, Elio, est toujours en vie. C'est une bonne nouvelle. Voyant le garçon dans les bras de Gold, Yannak est choqué car il venait de le soigner à même le sol. Light guérit le jeune garçon et demande aux elfes pourquoi ils ont infligé tant de souffrance à ces enfants innocents, c'est incompréhensible. Alors qu'il se souvient des jeunes garçons faisant de leur mieux pour gagner de l'argent et soutenir l'éducation de Mia, Light est en colère que tout cela ait disparu, pensant qu'il aurait pu être ami avec ces garçons dans un monde différent.
c'est une tragédie. Il se retourne pour faire payer les elfes pour leurs crimes. Voyant sa colère, Kaido lui dit qu'ils sont innocents. Cependant, Light leur dit qu'il a vu les souvenirs de Mia, donc il sait qu'ils sont les coupables, sans aucun doute. Cela laisse les elfes stupéfaits, alors Light les rassure en leur disant qu'il n'a encore rien signalé à la guilde des aventuriers. Pour l'instant, à cette nouvelle, Kaido se met à rire, pensant qu'il a eu de la chance, pensant qu'il peut facilement tuer Light pour le faire taire. Light rit, disant que la raison pour laquelle il n'a pas prévenu la guilde et qu'il veut Kaido pour lui-même, c'est sa proie. Il dit à cette racaille royale qu'il lui fera subir une douleur pire que la mort pour avoir blessé ses amis. Finalement, Light déclare fermement qu'il mettra fin à la vie de Kaido de ses propres mains après l'avoir puni, et dit à Gold et Nemomu de rester en dehors de son combat, c'est personnel. Alors qu'il recule, Light commence à marcher vers Kaido. Enragé qu'un humain l'ait insulté, Kaido tente d'attaquer Light avec son épée. Cependant, il arrête facilement son attaque nette avec juste son bâton, sans effort apparent. Alors que Yonak regarde sous le choc, Light nargue Kaido, lui demandant si c'est tout ce qu'il a à offrir. En colère, il continue de frapper aveuglément Light, qui bloque sans effort chaque coup, avec une facilité déconcertante. Observant la bataille, Yonak pense qu'il est impossible qu'un enfant humain puisse se défendre aussi facilement contre les attaques d'un soldat elfe. Pendant ce temps, Kaito continue de balancer son épée, espérant désespérément frapper Light avec un coup chanceux, de la taille de Light. Avant de parer son épée, c'était sa seule option. Ensuite, il frappe Kaito directement à l'estomac, lui coupant le souffle. Light le nargue en disant qu'il devrait essayer de ne pas mourir de ses coups d'entraînement. Malgré avoir été malmené comme un enfant, Kaito pense toujours qu'il est supérieur aux humains, c'est son orgueil. Il se relève et invoque son Grandius qui crée plusieurs épées magiques dans le ciel. Avec la puissance de cette arme magique, Kaido pense qu'il est invincible contre Light et lance les épées vers lui avec une grande détermination. La puissance de l'attaque surprend Light, alors il commence à les esquiver. Alors que chaque coup d'épée atterrit sur le sol, il crée un effet élémentaire différent et unique. Cependant, Nimamu pense toujours que Light peut gérer cela avec une grande facilité. Dans les airs, Light loue la puissance de l'épée, mais il pense qu'elle n'est pas assez puissante pour le menacer réellement. Soudain, Kaido apparaît derrière lui, alors il bloque rapidement son attaque. Voyant Light la bloquer, Yunak est incrédule qu'il ait défendu une attaque à pleine puissance de l'épée magique de Kaido, c'est incroyable. Finalement, Kaido accuse Light de tricherie, disant qu'il se bat comme un guerrier. Même s'il est déguisé en mage, il commence à taper du pied de colère, pensant que les humains sont une bande de salauds qui trichent pour arriver à la victoire, c'est inacceptable. Confus, Light lui dit qu'il est bien un mage, mais Kaido refuse de le croire. Voyant l'elfe si frustré, Gold a pitié de Kaido, car les cartes illimitées de Light lui permettent de se battre dans n'importe quelle situation, c'est un avantage énorme. Soudain, Light crée de multiples épées de glace pour attaquer Kaido, qui tente de les bloquer avec son Grandus. Les pointes de glace se précipitent, détruisant facilement chacun des clones de Grandus devant les elfes choqués, c'est une démonstration de force. Refusant d'abandonner, Kaido déchaîne une dernière attaque contre Light. Mais Light la détruit, ainsi que le reste de ses espoirs et de ses rêves. Voyant Light manipuler ses épées de glace comme une barrière contre l'attaque de Kaido, Yanak se sentit engourdi en étant témoin d'une telle puissance écrasante, c'était stupéfiant. Finalement, Light demande à Kaido s'il a fini de faire sa crise de colère, et Kaido devient fou de rage. L'elfe arrogant pense qu'il est impossible qu'un humain puisse le vaincre, se demandant comment le Grandus peut perdre malgré le fait d'être une arme utilisée par un ancien maestro, c'est incompréhensible. En entendant le nom de maestro, Light est surpris et demande à Kaido ce qu'il sait à leur sujet. Kaido rit et révèle qu'il est né avec le sang de Maestro, ce qui fait de lui un sous-maestro lui-même, c'est une révélation. C'était l'épisode 6. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie, et regardez la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran, c'est important.